Donc c'est le premier séminaire. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Alexis Elbaz pour le premier séminaire de l'Axe Brain Health, qui donc aura lieu aussi 2 vendredis d'octobre. Alors semble-t-il sur un mail, je me suis trompée entre octobre et novembre. Donc le vendredi prochain, le 21 octobre, à 12h15. Et le vendredi suivant, le 28, à 12h15 aussi, je pense. De toute façon, vous l'avez dans vos mails. Et donc, on n'aura pas d'autres vendredis en octobre parce que ce n'était pas possible avant, notamment à cause de la journée jeunes chercheurs, et qu'ensuite, on laissera notre place à l'axe suivant. Voilà, donc bienvenue à tous. Donc, c'est donc un axe sur la santé cérébrale au sens large, d'un point de vue aussi bien neuro que psychiatrique et psychologique, comme vous le verrez dans les différents sujets des différentes interventions de l'Axe. Et je laisse la parole à Christophe pour dire quelques mots sur Alexis. C'est pas la peine de présenter Alexis, tout le monde le connaît. Non, je suis vraiment très content qu'Alexis ait accepté de venir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un neurologue qui d'ailleurs est toujours en activité, continue son activité clinique, mais surtout DR INSERM, DR1. On se connaît depuis maintenant pas mal de temps. Et j'ai toujours été très impressionné. Je ne lui ai pas dit, donc j'en profite pour lui dire. Il fait partie de ces cliniciens qui arrivent à s'emparer de problèmes méthodologiques quand même complexes, mais voilà, sans inhibition et avec succès. Voilà. Il y a eu d'autres choses que tu as fait d'avant sur les corrélations géographiques, etc. Donc là, il va nous parler d'inférence causale. Et c'est un excellent pédagogue aussi. Donc voilà. Merci encore, Alexis, d'être venu. Okay, ben, écoutez, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir de venir à Bordeaux parler devant vous, essayer de discuter voilà, des travaux vraiment récents. En fait, c'est les dernières choses qu'on est en train de faire. Le titre est peut-être un peu ronflant, mais je vais essayer de vous expliquer ce que je voulais dire par ce titre. Donc, alors, les diapos n'avancent pas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis chercheur INSERM, je travaille dans l'équipe exposome et hérédité du CESP, dont le directeur est Gianluca Severi. Et cette équipe donc, est responsable de l'étude E3N, E4N, donc une cohorte de 100 000 femmes qui sont suivies depuis longtemps. Et maintenant, la partie E4N, donc c'est leurs conjoints, leurs enfants et leurs petits-enfants qui sont en train d'être recrutés. Dans cette équipe, donc, il y a un axe vieillissement dont je suis responsable et on travaille essentiellement sur la maladie de Parkinson, le déclin des performances physiques, la dépendance et la fragilité. Et les travaux, donc les derniers travaux qu'on a fait au cours des, disons, 3-4 dernières années concernent le repositionnement de médicaments. Je vais vous donner un exemple avec les statines. La relation entre les comportements de santé et la maladie de Parkinson, je vais vous donner un exemple donc avec l'adiposité et le tabagisme, des expositions hormonales, ça c'est surtout Marianne Canonico dans l'équipe qui s'en occupe, et puis des travaux aussi sur l'environnement, notamment l'exposition aux pesticides. Alors là, donc aujourd'hui on va parler de maladie de Parkinson. Donc la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative caractérisée par 4 symptômes essentiellement moteurs, donc un tremblement de repos, une lenteur du mouvement, une rigidité et des troubles de l'équilibre qui peuvent être associés à des symptômes non moteurs comme des troubles du sommeil par exemple, des troubles cognitifs. Cette maladie est liée à la dégénérescence d'une petite zone ici, je sais pas si on voit, oui, du cerveau qui s'appelle la substance noire qui contrôle ici les noyaux gris centraux et... On m'entend pas trop ? Oui. Qui contrôle l'activité du mouvement et le diagnostic en fait peut uniquement être posé en réalité à l'autopsie par la présence de corps de Lévy dans les cellules dopaminergiques ici que vous voyez dans la substance noire. Donc c'est un diagnostic clinique essentiellement. Il n'y a pas de traitement curatif de cette maladie, il y a uniquement des traitements symptomatiques. Et voici par exemple pour les personnes, donc c'est le premier film dont on dispose sur un patient parkinsonien, c'était un neurologue belge qui a filmé ça au début du XXe siècle. Et vous voyez un patient donc, qui a un tremblement de repos de la main droite, il a beaucoup de mal à marcher, il a une position un peu fléchie, il a beaucoup de mal à tourner, il est très raide, comme vous pouvez voir, ses bras ne bougent pas du tout le long du corps.
Et alors, heureusement, de nos jours, bien sûr, donc vous voyez à droite, sa main droite, donc le tremblement de repos qui est caractéristique de la maladie de Parkinson. Heureusement, de nos jours, donc c'est une maladie quand même dont la qualité de vie des patients a considérablement été améliorée par le traitement, même s'il y a quand même des complications de ce traitement. Alors, en France, on dispose de quelques chiffres de fréquence sur la maladie de Parkinson. En fait, en collaboration avec Santé publique France, on a validé un algorithme à partir du SNDS par rapport à un examen clinique où on a pu donc développer une sorte de modèle prédictif de maladie de Parkinson à partir de la consommation de médicaments, ce qui fait qu'on surveille chaque année la fréquence de la maladie, le nombre de cas incidents, la prévalence, etc. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a environ, en 2015, il y avait environ 170 000 patients atteints de maladie de Parkinson, dont environ 23 000 âgés de moins de 65 ans, et une incidence d'environ 25 000 cas par an. Cette diapo montre les résultats d'un travail qu'on avait fait avec Pierre Joly et Hélène Jacquemin et Mathilde Van Weich, qui, à partir d'un modèle multi-État, avait permis de faire des projections de la prévalence des cas de maladie de Parkinson sur 30 ans. Et selon un scénario d'incidence constante, on voit que le nombre de malades de Parkinson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était en 2010 d'environ 150 000, et en 2030, il y en aura environ 250 000, compte tenu du vieillissement de la population. Donc ça, bon, c'est quelque chose d'un peu attendu, comme pour la démence, voilà, le nombre de patients va augmenter. Ce que je trouve plus intéressant de ce travail, c'est que non seulement le nombre de cas va augmenter, mais également le nombre de patients avec des formes évoluées de la maladie va augmenter, puisque la durée avec la maladie, comme vous pouvez voir ici, en fait, va augmenter aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et des cas avec des maladies plus longues, ça veut dire aussi des cas plus difficiles à traiter, et donc un poids plus important en termes de système de santé. Alors, cette diapo montre une revue de méta-analyses qui ont été faites dans la maladie de Parkinson sur toute une série d'expositions très variées, comme vous pouvez voir. Et ce qui saute aux yeux quand on voit cette diapo, c'est que dans la maladie de Parkinson, bizarrement, il y a essentiellement des associations inverses, c'est-à-dire des facteurs protecteurs, beaucoup plus que des facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque, bon, il y a les pesticides, qui sont maintenant bien reconnus, les traumatismes crâniens, la consommation de lait et l'exposition aux solvants, et ça, ces 4 facteurs ont été répliqués dans plein d'études. Mais en revanche, vous voyez qu'il y a beaucoup d'associations inverses, il y en a plus que là, que dans cette diapo, mais c'est quelque chose qui est un petit peu troublant dans la maladie de Parkinson. On peut se demander finalement si c'est vraiment des facteurs protecteurs ou s'il y a autre chose qui se passe. Alors pour expliquer le autre chose qui pourrait se passer, on sait que la maladie de Parkinson, donc les symptômes moteurs, apparaissent quand environ 40 à 60% des neurones dopaminergiques de la substance noire ont disparu. Donc on sait que la perte des neurones dopaminergiques commence vraisemblablement 5 à 7 ans avant. Et en accord avec ça, on sait, il y a des études qui ont montré que 5 ans avant le diagnostic de maladie de Parkinson, on voit déjà chez les patients des troubles moteurs discrets, comme par exemple un petit tremblement, une rigidité, qui se traduit même par des chutes et des fractures, puisque vous voyez que les fractures, voilà, il y a toutes sortes de fractures qui sont augmentées, dont la fréquence est augmentée chez des cas par rapport à des témoins dans les 5 ans avant la maladie de Parkinson, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une atteinte déjà motrice qui a déjà commencé avant qu'on fasse le diagnostic. Mais en plus de ces signes moteurs qui sont dans la phase prodromale, il y a aussi des signes non moteurs. Et les études de cohorte ont montré qu'il y a des symptômes comme la constipation, des troubles du sommeil très caractéristiques qu'on appelle les troubles du sommeil paradoxal. Les patients vivent leurs rêves en fait et donc bougent énormément pendant leurs rêves et c'est vraiment très impressionnant à voir. L'anxiété aussi, tous ces symptômes sont plus fréquents chez les patients parkinsoniens que chez des témoins, même 20 ans avant la maladie de Parkinson. Donc il est possible qu'en fait la maladie de Parkinson débute au moins chez certains patients très longtemps avant, et vous voyez ici par exemple dans une étude de cohorte que le risque de maladie de Parkinson est multiplié par 10 chez des patients qui avaient plus de 2 symptômes non moteurs. Donc l'hypothèse actuelle sur un peu l'histoire naturelle de la maladie de Parkinson, c'est que vous voyez ici, bon, vous ne voyez pas la courbe bleue en haut, c'est la perte des neurones dopaminergiques. Et quand elle atteint un certain seuil, il y a l'apparition des signes moteurs, mais qu'avant, il y a tous ces signes prémoteurs qui apparaissent. Et on considère maintenant qu'il y a vraiment 2 formes de maladie de Parkinson,
une forme qui commence dans le cerveau, notamment au niveau du bulbe olfactif, mais qui a une forme qu'on appelle body first, qui commence dans l'intestin, puisque c'est là où on voit en premier lieu les inclusions, les cordes de Lévy dont je vous parlais tout à l'heure, dans les neurones qui innervent l'intestin, ce qui explique la constipation qui peut arriver 20 ans avant les symptômes. Et ensuite, les lésions dopaminergiques remontent vers le cerveau à travers le nerf vagal, pour ensuite atteindre le cerveau. Et ce sont essentiellement dans ces formes body first qu'on voit ces troubles du sommeil paradoxal dont je vous parlais tout à l'heure. Cette hypothèse ascendante a été testée dans une étude, et maintenant une deuxième, d'une manière que moi je trouve assez élégante. Dans les années 70, il n'y avait pas encore de traitement contre l'ulcère, ou beaucoup moins en tout cas peut-être, et donc il y avait un traitement qui était utilisé pour traiter l'ulcère qui consistait à couper le nerf vague, le nerf vagal, donc le nerf par lequel les lésions remontent, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y avait deux formes de chirurgie, une forme sélective et une forme sélective où on coupait uniquement les fibres du nerf qui allaient à l'estomac, donc pour traiter l'ulcère, et une forme troncale, où on coupait tout le nerf en fait. Et donc les auteurs de cette étude ont imaginé ont fait l'hypothèse que si on coupait tout le nerf, on verrait moins de risques de maladie de Parkinson chez les gens qui avaient le nerf coupé, alors qu'on ne verrait pas de différence chez ceux qui avaient la forme super sélective. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'on voit ici. Donc ils ont comparé le risque de maladie de Parkinson chez des gens qui avaient cette opération à des gens qui ne l'avaient pas eu. Et vous voyez qu'il n'y a aucune différence pour les formes super sélectives, alors qu'il y a un risque diminué chez les patients qui avaient une forme non sélective. Donc, bien sûr, tout ça a des implications pour les études épidémiologiques, puisqu'on peut imaginer du coup qu'il y a un problème de causalité inverse pour beaucoup des associations dont je vous ai parlé tout à l'heure inverse, puisqu'on peut imaginer par exemple que les symptômes non moteurs vont avoir une influence sur les expositions qu'on va étudier, comme par exemple la constipation. Bien évidemment, ça va modifier l'alimentation des personnes, et du coup, quand on va étudier l'alimentation, il va y avoir un problème pour ensuite étudier le risque de maladie de Parkinson. Mais on peut aussi imaginer, et on verra un exemple tout à l'heure, que ces symptômes non moteurs vont augmenter les consultations médicales tout simplement avant le début de la maladie, et que donc il peut y avoir un problème de biais de surveillance par exemple chez ces patients. Et donc du coup, pour prendre en compte ces problèmes, il faut utiliser des méthodes adaptées, comme par exemple étudier des trajectoires d'exposition ou faire des analyses avec un lag entre l'exposition et le début de la maladie. Donc maintenant, je vais vous parler des deux études sur lesquelles on a travaillé pour faire les travaux que je vais vous présenter. Donc E3N est une cohorte de 100 000 femmes suivies depuis 1990. Elles étaient âgées de 40 à 65 ans, donc relativement jeunes à l'inclusion. Et elles sont suivies environ tous les 2 à 3 ans par des questionnaires. Il y en a actuellement 13. Donc dans ces questionnaires, on leur pose, vous pouvez imaginer toutes sortes de questions sur leur état de santé, sur leurs habitudes, et il y a une question sur est-ce qu'elles ont la maladie de Parkinson ou pas. Et puis depuis 2004, la cohorte est chaînée aux prescriptions de médicaments, donc on peut identifier les femmes qui ont utilisé des médicaments qu'on peut utiliser pour traiter la maladie de Parkinson. Donc, pour identifier les patientes qui ont développé une maladie de Parkinson au cours du suivi, on leur a d'abord envoyé un courrier aux femmes pour leur demander, donc on a identifié celles qui avaient déclaré être traitées pour maladie de Parkinson ou prendre un médicament antiparkinsonien. Les médicaments antiparkinsoniens peuvent être utilisés pour d'autres choses que la maladie de Parkinson, donc c'est pour ça qu'on peut pas, c'est pas un marqueur 100% spécifique. Donc on leur envoyait un courrier pour leur demander de confirmer qu'elles étaient bien traitées pour une maladie de Parkinson ou un syndrome parkinsonien. Et pour celles qui répondaient oui ou qui étaient décédées qu'on n'avait pas pu joindre, on a essayé d'obtenir les dossiers médicaux auprès de leur neurologue, qu'on a ensuite validé par un panel d'experts. Bien sûr, toutes les femmes ne nous ont pas répondu, et donc pour celles qui ne nous avaient pas répondu, on a utilisé l'algorithme dont je vous ai parlé tout à l'heure pour identifier, donc à partir des médicaments, celles qui avaient une probabilité élevée d'avoir une maladie de Parkinson. Et comme vous voyez ici, la sensibilité de cet algorithme est de 95% avec une spécificité d'environ 88%, donc ça marche quand même assez bien. Voilà. Et bon, ça c'est quelques chiffres. Enfin, juste pour dire, il y a 2 chiffres importants, c'est qu'à la fin, on a identifié 1200 cas de maladie de Parkinson, ce qui pour une maladie relativement rare comme la maladie de Parkinson, c'est important. Et que la valeur prédictive positive de la question « Avez-vous une maladie de Parkinson ?» finalement est que de 80%. Et ça, je trouve que c'est un chiffre important parce qu'il y a beaucoup d'études qui reposent sur la question juste « Est-ce que vous avez une maladie de Parkinson ?» Et finalement, on voit que 20% des femmes
pour lesquelles on a obtenu les dossiers médicaux n'avaient pas une maladie de Parkinson, mais elles avaient autre chose qu'une maladie de Parkinson. Cette diapositive montre à gauche, donc on a calculé les taux d'incidence de la maladie de Parkinson et on a été assez content de voir que quand on l'a comparé à des chiffres attendus d'incidence de maladie de Parkinson chez des femmes d'Europe de l'Ouest à partir du Global Burden of Disease, on obtenait des choses très similaires. Donc ça veut dire qu'on pense qu'on a réussi quand même assez bien à identifier les patientes qui ont développé une maladie de Parkinson dans l'étude. Et à droite, on peut voir que finalement, beaucoup de cas sont arrivés assez tardivement. Et ça, c'est parce qu'elles étaient assez jeunes à l'inclusion. Et donc, ça va être intéressant justement pour ces histoires de causalité inverse dont on parlait tout à l'heure. La deuxième étude dont on s'est servi, donc c'est un consortium qui s'appelle Courage PD, qui est un consortium d'études génétiques sur la maladie de Parkinson. Donc vous voyez dans beaucoup de pays où il y a environ 15 000 cas et 11 000 témoins qui ont tous été génotypés avec la même puce. Et on a utilisé cette étude donc, pour faire des analyses en randomisation mendélienne pour essayer de confirmer donc, certaines des résultats qu'on avait. Alors, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont familiers avec la randomisation mendélienne donc bon. Alors, la randomisation mendélienne, c'est une technique d'inférence causale, justement, qui est dérivée de l'analyse par variable instrumentale, où on va utiliser un gène, ici, vous voyez, qui est fortement associé à l'exposition, pour estimer de manière non biaisée par la confusion ou la causalité inverse, donc, pour estimer de manière non biaisée donc, par la confusion ou la causalité inverse, l'association entre l'exposition et l'outcome. Donc, en fait, pour faire ça, on a besoin de deux choses, l'association entre le gène et l'exposition et l'association entre le gène et l'outcome. Et tout simplement, on peut obtenir l'association non biaisée en divisant l'association entre le gène et l'outcome par l'association entre le gène et l'exposition sous un certain nombre d'hypothèses très importantes qui sont d'abord que le gène doit être associé fortement à l'exposition, sinon ça ne marche pas. Le gène ne doit pas être associé au facteur de confusion et le gène ne doit pas être associé à l'outcome sauf à travers l'exposition. Donc il ne doit pas y avoir une flèche directe ici entre le gène et l'outcome. Alors ce sont des hypothèses fortes parce qu'on sait maintenant qu'en fait il y a beaucoup de gènes qui ont des effets pléiotropiques, c'est-à-dire qui peuvent être associés à beaucoup de caractéristiques. Et donc, il faut trouver des moyens d'essayer de tester ces hypothèses et c'est plus ou moins facile en fonction des cas. Une manière de tester la pléiotropie, c'est d'avoir de multiples variants génétiques, puisqu'il y a des méthodes statistiques qui, en comparant l'association de tous les variants avec la maladie, permet de faire des tests de pléiotropie. Ces méthodes de randomisation mendélienne peuvent être implémentées de deux manières, soit dans le même échantillon, c'est-à-dire qu'on fait tout dans la même étude, ou alors ce qu'on appelle two sample, c'est l'approche qu'on a utilisée, où on va utiliser l'association entre le gène et l'exposition dans une étude. Il y a énormément de GWAS maintenant en fait, qui permettent d'avoir des estimations très précises de l'effet des gènes sur les expositions, et on va obtenir des estimations de l'association entre le gène et l'outcome dans une autre étude, également à partir d'un GWAS. Il faut des études de très grande taille pour pouvoir faire ça, pour la randomisation mendélienne. C'est une méthode qui est peu puissante. Et on peut aussi faire des études pour essayer d'évaluer la causalité inverse, où on peut, en fait, en prenant des gènes associés à l'outcome, tester s'ils ont un effet sur l'exposition. Donc on peut regarder les choses, en fait, finalement, dans les deux sens. Et puis, il y a quelque chose qui est important, à mon avis, c'est que il y a eu toute une série de travaux qui ont montré que le biais de survie pour les maladies liées à l'âge peut être un problème pour les analyses par randomisation mendélienne, notamment dans les cas où les expositions qui sont associées aux gènes, enfin les expositions auxquelles on s'intéresse, influencent la survie jusqu'à l'entrée de l'étude, parce que dans ce cas-là, s'il y a un facteur non mesuré qui, notamment s'il interagit avec le gène, en fait, on va créer un biais de collision et créer une association ici entre le gène et l'exposition non mesurée, et donc obtenir une association biaisée entre le gène et la maladie. D'accord ? Et donc ici, pour montrer que, en fait, en fonction du sens de l'interaction, ça peut entraîner des biais très importants. Or, les maladies auxquelles on s'intéresse, c'est des maladies justement liées à l'âge,
des expositions qui peuvent avoir un effet très important sur la survie, comme le tabagisme, et donc il faut un peu voir si on peut avoir ce genre de problème. Alors, l'IMC, d'abord. Donc, la maladie de Parkinson est une maladie qui fait perdre du poids. Les patients parkinsoniens perdent du poids au cours de l'évolution de la maladie, et plus la maladie est sévère, plus les patients perdent du poids. Et il y avait quelques études qui montraient que, à partir de petite taille, qui montraient que la perte de poids commençait vraisemblablement un peu avant le diagnostic. Et voilà, mais ça, il y avait vraiment très peu d'études là-dessus. Et les études sur la relation entre le BMI et la maladie de Parkinson ont finalement montré des résultats très peu cohérents. Et tout était basé sur une seule mesure de BMI à l'inclusion, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mesure répétée donc, au cours du suivi permettant de regarder l'influence du changement du poids. Alors, nous, on s'est intéressé à cette question du poids et la maladie de Parkinson parce que, en 2017, vous voyez qu'il y a une étude qui est parue en randomisation mendélienne qui retrouvait un résultat un peu inattendu, c'était que l'augmentation du BMI était associée à un risque diminué de maladie de Parkinson. Et ça, c'était finalement un peu étrange. Et donc, on a regardé si dans notre étude, donc, alors dans cette étude, dans la première à gauche, ils ont un problème, c'est que les témoins sont beaucoup plus jeunes que les cas. Ce qui peut poser des problèmes, on imagine, pour ce genre d'analyse. Donc finalement, on a fait la même chose avec beaucoup plus de gènes dans Courage PD, l'étude dont on est responsable, et vous voyez qu'on retrouve finalement exactement la même chose. Et quand on a par exemple essayé de voir s'il y avait des questions autour de la pléiotropie, en enlevant par exemple tous les SNP associés à d'autres expositions à la fois, on voyait que ça ne changeait vraiment rien dans l'association, donc il n'y avait pas d'argument fort pour une pléiotropie. Donc du coup, on a regardé ça dans E3N, où les femmes ont eu 11 mesures du BMI disponibles au cours du suivi. Et vous voyez ici qu'en pratique, en moyenne, elles ont gagné 1,4 points de BMI et qu'à l'inclusion, 3% étaient obèses versus 8% à la fin du suivi. On a utilisé un modèle de Cox avec des variables dépendantes du temps, avec un lag de 5 ans entre l'exposition et la maladie. Et puis on a utilisé ensuite des lags un peu plus longs. Et on a aussi regardé donc, les trajectoires de poids dans une étude cas témoin nichée dans la cohorte. Et donc voilà les résultats. Vous voyez qu'on voit finalement un peu la même chose, c'est-à-dire on voit à nouveau une relation inverse entre le BMI et la maladie de Parkinson, avec une association significative pour les femmes qui avaient un BMI de plus de 30, donc les femmes obèses, et une association qui persistait, quel que soit le lag qu'on avait entre l'exposition et la survenue de la maladie. Donc ça veut dire que même si on mesurait le poids 20 ans avant la maladie de Parkinson, on voyait déjà cette association inverse. Et les analyses de trajectoire montraient quelque chose de cohérent, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence significative dans les trajectoires des catégories maigres, poids normal, surpoids, mais on voyait que l'obésité était déjà moins fréquente chez les femmes parkinsoniennes 30 ans avant le début de la maladie de Parkinson, et on voit que là, en revanche, elle commençait à perdre encore plus de poids, ici dans les 5 ans avant la maladie de Parkinson. Donc, nos résultats finalement sont cohérents avec les études de randomisation mendélienne. C'est un peu surprenant. Une des limites des analyses par randomisation mendélienne dont je ne vous avais pas parlé, c'est qu'on ne peut pas étudier dans ces analyses avec 2 échantillons des relations non linéaires, donc c'est un peu une limite. Et ça peut aussi poser des problèmes pour les expositions qui changent tout au cours de la vie, en particulier si les gènes associés à l'exposition changent aussi au cours de la vie, en fait. Donc ces analyses par randomisation mendélienne ne sont pas très adaptées, c'est une des limites pour des expositions dépendantes du temps. On voit que c'est quelque chose qui est différent de la démence, et les mécanismes sont très peu compris. Une hypothèse qui a été évoquée par certains auteurs, c'est que l'obésité est caractérisée par une hyperinsulinémie, et que l'insuline traverse la barrière hémato-encéphalique et pourrait avoir des effets favorables sur le cerveau. Mais il y a bien sûr le problème de la résistance à l'insuline, qui est aussi présente quand on est obèse, et qu'il y a une résistance périphérique et à la fois centrale, qui apparaît peut-être un peu plus tard. Voilà, donc pour l'instant, quelque chose de
pas très claires. Enfin, le mécanisme qui pourrait expliquer ça n'est pas clair, mais finalement, des résultats de randomisation mendélienne qui nous avaient un peu surpris au début, finalement, on les a confirmés en regardant ces trajectoires de poids tout au long de la vie chez les femmes parkinsoniennes. Alors, on va parler du tabac. Donc ça, c'est une vieille question dans la maladie de Parkinson que même Christophe a travaillé dessus il y a très longtemps. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'études maintenant. Ça, c'est une méta-analyse qui date de 2015. Il y en a encore plus depuis, qui, vous voyez, de manière très consistante, montre qu'il y a une association inverse entre le tabagisme et la maladie de Parkinson, qui est présente à la fois dans les études de cohorte, les études cas témoins, enfin, avec finalement pas beaucoup d'hétérogénéité, donc quelque chose d'assez cohérent. Alors, bien sûr, ça a fait couler beaucoup d'encre. Enfin, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si qu'est-ce qui pouvait bien expliquer cette relation inverse. Alors, il y a eu bien sûr la question de est-ce que ça peut être expliqué par la survie, enfin un effet du tabagisme sur la survie. C'est peu probable parce qu'on voit ça aussi quand on fait des analyses stratifiées par âge et qu'on regarde notamment des cas de Parkinson très jeunes, on voit également cette association inverse, donc avant que le risque de décès soit important. Il y a eu des questions sur est-ce que ça peut être une question de confusion par des facteurs génétiques. Est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir des facteurs génétiques communs au tabagisme et à la maladie de Parkinson? Et là encore, c'est peu probable parce que les études de témoins, notamment des témoins monozygotes, qui sont quand même très proches sur le plan génétique, retrouvent cette association inverse quand on regarde des jumeaux discordants. Donc la question qui s'est bien sûr posée, c'est celle de la causalité inverse. Et il y a des études donc, qui ont montré que les patients parkinsoniens ont plus de facilité pour arrêter de fumer que des témoins. Mais du coup, ça voudrait dire que c'est quand même quelque chose de très très précoce, puisque comme vous voyez ici dans les deux petits tableaux là, on voit que l'association inverse entre le tabac et la maladie de Parkinson était déjà présente très longtemps avant le diagnostic. Par exemple, vous voyez ici dans une cohorte, c'est cette cohorte des docteurs anglais qui montrait que il y avait une relation entre le fait de fumer en 1950 et le risque de maladie de Parkinson jusqu'en 2016, en fait. Donc, si c'est vraiment une question de causalité inverse, ça veut dire que c'est très précoce. Et donc, on s'est demandé si on pouvait étudier cette question d'autre manière. Et donc, on a d'abord, il y a eu la randomisation mendélienne. Donc, comme vous pouvez voir, il y avait eu, quand on a commencé à travailler dessus, 4 études en randomisation mendélienne avec des échantillons un peu chevauchants et des résultats tous qui montraient des associations inverses, parfois significatives, parfois pas. J'ai pointé ici l'étude de 23andMe parce que vous voyez que là encore, les cas étaient âgés de 71 ans et les témoins de 50 ans. Et donc, pour une étude de ce genre, c'est quand même un peu compliqué. Donc, on a étudié dans Courage PD cette question et on a fait des analyses stratifiées par âge avec cette idée que si on voyait des associations chez les plus jeunes, c'était moins probablement lié à un biais de survie que si on voyait les associations. Et donc on retrouvait dans Courage PD, donc on a utilisé 2 instruments génétiques, un instrument génétique associé au fait de commencer à fumer et un instrument génétique qui est une sorte de score vie entière du tabagisme qui permet de prendre en compte des notions comme la durée du tabac ou aussi l'intensité du tabac. Et vous voyez que dans les 2 cas, on retrouvait des associations inverses avec la maladie de Parkinson et que cette association était même un peu plus forte chez les plus jeunes que chez les plus âgés. Donc pas d'argument fort, en tout cas, pour un biais de survie. La deuxième approche qu'on a utilisée pour étudier ça, donc on a regardé des interactions gène-environnement, notamment avec le gène HLA-DRB1. Donc, il y a au début des premiers GWAS, en fait, sur la maladie de Parkinson, il y en a qui ont pointé la région HLA, donc c'est une région qui est très importante pour l'immunité, ce qui était aussi un résultat un peu inattendu dans la maladie de Parkinson, parce qu'il n'y avait pas à cette époque d'idée que c'était vraiment une maladie où il y avait des mécanismes immunitaires. Et il y a eu des études par la suite qui ont en fait pointé le gène HLA-DRB1, notamment l'allèle 04 de cette maladie, et ça a été confirmé dans plusieurs études, et cet allèle, alors l'allèle HLA-DRB1 et puis un acide aminé donc codé par ce gène une valine en position 11.
Et ce gène est intéressant parce que c'est le gène qui est associé avec la polyarthrite rhumatoïde, mais à l'envers, c'est-à-dire de manière positive, alors que dans la maladie de Parkinson, c'est une association inverse, là encore. Et de la même manière, pour la polyarthrite rhumatoïde, le tabac est un facteur de risque. Ce gène est un facteur de risque et il existe une interaction entre les deux. Aussi, ça a été montré dans la sclérose en plaques. Et donc, on s'est dit, la maladie de Parkinson, c'est en fait l'opposé pour tout, c'est-à-dire qu'il y a une association inverse avec le tabac, une association inverse avec ce gène HLA-DRB1-04, et donc on s'est demandé s'il y avait une interaction entre les deux. Et donc ça, c'est ce que montre cette diapo, où on avait mis ensemble 3 études sur la maladie de Parkinson, et on a regardé donc l'interaction entre le tabagisme et un polymorphisme dans le gène HLA-DRB1-04. Et ce que vous voyez, c'est que finalement, il y a une association inverse entre le gène et la maladie uniquement chez les gens qui n'ont jamais fumé, qui se perd complètement chez les gens qui ont fumé. Donc, une association inverse. Et à la fois, on voit que l'effet du tabagisme est bien plus important chez les gens qui ne portent pas le gène associé inversement que chez les gens qui ont le gène associé inversement. Donc, on a, avec les données de Courage PD, on s'est dit, on va essayer de voir si on peut faire la même chose, mais on n'avait pas d'informations sur le tabagisme des participants. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la randomisation mendélienne, là encore, pour estimer le tabagisme génétiquement prédit, disons, stratifié en fonction du gène qui nous intéresse. Et là, on avait beaucoup plus de données génétiques, puisqu'on avait des données GWAS, qui nous ont permis d'imputer la région HLA, comme l'avaient fait d'autres études. Donc, on retrouvait bien l'association inverse avec le gène HLA-DRB1-04 et l'association inverse avec la valine. Et donc, quand on a regardé l'association entre le tabagisme le tabagisme prédit par la randomisation mendélienne et la maladie de Parkinson, vous voyez que là encore, on observait exactement la même interaction qu'on avait observée initialement. Donc, une association inverse présente uniquement chez les personnes qui n'avaient pas la valine ou l'allèle HLA-DRB04, alors qu'il n'y avait pas d'association chez les gens qui avaient une valine, au moins une valine, ou le gène. Donc, on a répliqué avec une approche très différente l'interaction qu'on avait identifiée initialement. Et on a été un peu plus loin, puisque certaines des autres études qui avaient fait ça avaient utilisé un outil, qui s'étaient intéressées à cette question, avaient utilisé un outil bioinformatique qui permet de prédire l'affinité entre les allèles, entre les gènes et les gènes HLA et les protéines. Et donc, ils avaient regardé si les protéines, les protéines codées par les allèles HLA-DRB1 associées inversement à la maladie de Parkinson avaient une affinité différente pour l'alpha-synucléine. Et donc, ils montraient généralement que les allèles HLA-DRB1-04 avaient une affinité réduite pour l'alpha-synucléine, ce qui pourrait expliquer donc une réaction immunitaire moins forte chez les personnes qui avaient ces allèles HLA. Et on a été un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on sait que le tabac induit des modifications des protéines, notamment quelque chose qui s'appelle la citrulination. Et donc on a regardé l'effet combiné à la fois de la présence d'une valine et de la citrulination des protéines sur l'affinité avec les allèles HLA. Alors c'est ce que montre ce graphique, où on voit que parmi les personnes qui ne fument pas, donc pas de citrulination, alors plus élevé sur ce graphique, ça veut dire moins d'affinité, c'est à l'envers. Donc on voit qu'il y a moins d'affinité des allèles de la valine, comme ça avait déjà été montré d'ailleurs dans le passé. Et on voit que ici, les personnes qui n'ont pas la valine mais qui ont une protéine citrulinée ont aussi moins d'affinité en fait. Donc ça, c'est l'effet du tabac. Et on voit que quand on a les deux, en fait, ça rediminue, ça re-augmente, donc on perd un peu cette diminution d'affinité en fait. Donc une interaction, donc cette approche bioinformatique prédit à nouveau un peu le même pattern d'interaction entre le tabac et le gène. Et donc l'hypothèse que ça permet d'émettre, c'est que peut-être que, donc on sait qu'ici il y a les allèles HLA qui se lient aux lymphocytes, et que en fait la diminution d'affinité entre la protéine et les allèles HLA fait
entraîne une réaction immunitaire moins forte, donc ça pourrait expliquer le caractère protecteur des allèles HLA, et que le tabac agirait un peu de la même manière avec une interaction en fait dans certains cas. Donc tout ça pour dire que finalement le tabagisme, c'est une des associations les plus robustes dans la maladie de Parkinson. Il y a eu beaucoup de questions pour savoir finalement est-ce que c'est une association causale ou pas en fait. Est-ce qu'on pense que c'est vrai, qu'il y a quelque chose dans la fumée de tabac qui fait qu'on est protégé du risque de maladie de Parkinson. Finalement, on n'a pas tellement d'arguments pour la causalité inverse. En revanche, vous voyez que ce genre d'études, notamment la randomisation mendélienne ou ces interactions qui permettent de pointer certains mécanismes, sont plutôt en faveur d'un mécanisme qui pourrait évoquer quelque chose de biologique. Et c'est aussi un peu frappant qu'on a réussi à répliquer cette interaction, parce que voilà, c'est pas si fréquent que ça de répliquer des interactions gène-environnement, et donc on était assez frappé de ce résultat. Pour finir, donc, je vais vous parler un peu du dernier projet sur lequel on travaillait. Donc, on a un financement actuellement pour travailler sur le repositionnement de médicaments dans la maladie de Parkinson. Donc, on a fait des travaux dans le SNDS et puis on a fait aussi des travaux dans E3N. Et le premier médicament sur lequel on s'est penché, c'est les statines, puisque c'est quand même utilisé de manière très fréquente. Et qu'il y a un peu de biblio qui dit que les statines pourraient avoir un effet sur l'agrégation de l'alpha-synucléine dans le cerveau et dans les cellules dopaminergiques. Donc il y a eu déjà pas mal d'études sur ce sujet. Vous voyez qu'il y a un hazard ratio combiné de 12 études de cohorte de 0,88, avec quand même un peu d'hétérogénéité. Dans ces études, les statines étaient évaluées généralement à l'inclusion. Très peu d'études, uniquement 2 avaient utilisé un lag entre l'exposition et le début de la maladie. Et puis, en fait, c'est beaucoup des études dans des bases de données administratives, donc il n'y avait pas d'ajustement sur des facteurs de risque comme le tabac ou l'activité physique qui sont très importants pour la maladie de Parkinson. Donc, il pouvait y avoir des problèmes de confusion non mesurés. Alors, pour faire ça dans E3N, donc on a utilisé un design de type nouvel utilisateur, où on a, donc, comme je dis tout à l'heure, les bases de données médicamenteuses étaient disponibles en 2004, donc on a commencé le suivi en 2004. On a utilisé d'abord une période de 6 mois pour éliminer toutes les femmes qui avaient déjà utilisé des statines, pour donc se concentrer sur les personnes qui n'avaient pas utilisé de statines. Et puis ensuite, on a suivi ces femmes au cours du suivi, et on a inclus un lag de 5 ans entre l'exposition et la maladie, ce qui fait qu'à la fin, il y avait 524 cas incidents de maladie de Parkinson parmi 73 000 femmes. Donc là encore, on s'est intéressé aux trajectoires, d'abord les trajectoires de prescription de statines et de consultation médicale dans une étude cas témoin nichée, et puis on a fait des études, des analyses de survie avec une exposition statine dépendante du temps et un ajustement sur tous les facteurs qu'on a pu prendre en compte, notamment le tabac, le poids, l'activité physique, et puis les maladies cardiovasculaires et l'hypercholestérolémie, tout ça étant une indication pour prendre en compte l'indication aux statines. Donc, d'abord les analyses de trajectoire. Donc en haut, ce sont les consultations et en bas, c'est des prescriptions de statines. Et ce que vous voyez qui est sur la courbe de gauche, vous voyez que quand on regarde les cas, on voit que le nombre de consultations annuelles est similaire à celui des témoins jusqu'à environ 5 ans avant la maladie de Parkinson. Et puis les courbes commencent à diverger dans les 5 cas avant, avec des témoins qui restent stables à environ 9 consultations par an, donc probablement presque une consultation par mois sauf en été, alors que les cas, eux, continuent à augmenter. Et pour les prescriptions de statines, donc on s'était demandé, est-ce que justement, le fait que les cas voient plus de médecins dans les années avant le début de la maladie de Parkinson, probablement à cause des symptômes dont je vous parlais tout à l'heure, est-ce que ça pourrait expliquer qu'on leur prescrit plus souvent certains médicaments, par exemple? Et vous voyez, c'est un peu ce dont on a l'impression ici, c'est-à-dire que les cas ont moins de prescriptions de statines que les témoins jusqu'à environ 5 ans avant le début de la maladie. Et puis après, les deux courbes, les cas augmentent plus que les témoins, un peu en parallèle de plus de consultations, en fait. Donc, du coup, quand on prend en compte un lag de 5 ans, on voit une association inverse. Alors, on voit que toutes les statines combinées, le hazard ratio est de 0,87. Et si on distingue les statines lipophiles des statines hydrophiles, et la raison de faire ça, c'est que les statines lipophiles pénètrent plus facilement dans le cerveau que les statines hydrophiles, on voit qu'il y a une association
uniquement pour les statines lipophiles, sans association pour les statines hydrophiles. Et voilà, avec une relation un peu dose-effet pour le nombre de doses, enfin, la dose journalière des statines. Donc en conclusion, on a retrouvé donc, dans cette étude une association entre la prise de statine et un risque diminué de maladie de Parkinson, avec une différence en fonction donc, de statine lipophile ou hydrophile. Et cette association était indépendante donc, de l'hypercholestérolémie et de tout un tas d'indications de ce genre de médicaments. Et puis le lag de 5 ans donc, était cohérent avec ces changements de consultation qu'on a vus chez les cas et chez les témoins avant le diagnostic. Alors, il y a eu 2 essais thérapeutiques sur les statines, comme vous pouvez voir, d'assez petite taille chez des patients parkinsoniens, donc déjà malades, avec des résultats pas très cohérents. Mais bien sûr, ce sont des personnes qui étaient déjà malades quand on a commencé à leur donner des statines, et donc on peut se demander si finalement ce n'était pas déjà un tout petit peu trop tard. Donc en conclusion, voilà, ce n'est pas à vous qui connaissez bien la démence, donc je vais vous expliquer qu'on sait donc, de plus en plus que finalement ces maladies liées à l'âge, enfin ces maladies neurodégénératives commencent probablement très longtemps avant le diagnostic en fait, et que donc c'est important d'essayer de prendre en compte ces questions de causalité inverse, et que l'idéal bien sûr c'est d'avoir des cohortes avec le suivi le plus long possible. Moi j'ai trouvé intéressant donc, cette approche qui consiste à ce qui en anglais s'appelle triangulation, alors je ne sais pas très bien comment dire en français, mais qui est l'idée que finalement différents types d'études ont différents types de biais, et que finalement si on utilise des approches différentes, donc une étude observationnelle, quand on ne peut pas faire d'essais thérapeutiques bien sûr, donc une approche observationnelle, la randomisation mendélienne, les interactions géo-environnement, enfin qu'on est un peu voilà, imaginatif sur comment on va approcher une question, et que si on trouve la même chose, et ça apporte des arguments en faveur de ce qu'on trouve. La randomisation mendélienne, donc c'est très à la mode. Maintenant, c'est assez facile de faire d'implémenter ce genre d'approche parce qu'il y a des données GWAS disponibles publiquement, et donc en fait finalement on peut appliquer ce genre de méthode. Il y a quand même des hypothèses très fortes, je pense, dans ces méthodes, et c'est très facile de faire des erreurs quand on les utilise, parce que voilà, il y a beaucoup d'exemples dans la littérature où il y a des gens qui se trompent dans le codage des allèles, enfin qui font des choses, voilà, qui choisissent les mauvais instruments, et donc c'est quand même, voilà, il faut faire un petit peu attention à comment on l'implémente, et puis il peut y avoir des biais de survie, comme je vous disais tout à l'heure, pour les maladies liées à l'âge. Voilà, idéalement tout ça, donc ça serait l'objectif, ça serait d'essayer de prévenir la maladie de Parkinson, et finalement on commence juste maintenant à voir apparaître des articles où on parle de ça, un peu de la prévention de la maladie de Parkinson, avec bien sûr les questions, comment, quelles interventions, chez qui, comment mesurer l'efficacité. Et pour ma part, je trouve que l'intervention la plus finalement réaliste, et pour laquelle on a le plus de preuves, et ça c'est un travail qu'on a fait avec l'aide de Cécile, qui est Proust Lima, donc, qui nous a aidé à étudier la relation entre l'activité physique et la maladie de Parkinson, parce que dans E3N, l'activité physique a été mesurée 5-6 fois au cours du suivi, mais avec des questionnaires malheureusement différents à chaque fois. Et donc, grâce aux méthodes de Cécile qui permettent de définir des variables latentes, on a essayé de définir une variable latente, et vous voyez qu'on retrouve une association inverse ici avec l'activité physique qui existait même très longtemps avant. Voilà, donc moi personnellement je pense que compte tenu des bienfaits de l'activité physique pour tout, de toute façon, c'est sans doute quelque chose qui peut être intéressant à tester maintenant dans des essais thérapeutiques, enfin des essais de prévention de la maladie de Parkinson. Et voilà les personnes qui font le travail dans l'équipe. Merci.